Grenoble Alpes Street Art Fest 2019 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. Invité de ce numéro, Groek. Ça va ? Eh bien c'est parti, bonjour à tous, nouveau numéro de Pochoir sonore. Nous sommes sur le chemin de halage, juste à côté du cimetière de l'Île Verte, en compagnie de Groek. Groek que vous avez certainement vu un peu partout sur Grenoble. Cette année, il fait une exposition à la Maison des Associations. Il décore la palissade qui entoure la tour Perret au Parc Mistral. Nous allons voir qui il est, ce qu'il nous fait cette année, d'où il vient, où il va. Tout ça, c'est avec lui. Groek, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe en ce moment ? Bien ou bien ? Bien, ça va, malgré la chaleur, ça se déroule pas mal. J'ai la chance d'avoir l'Isère derrière moi qui, je pense, fait pas mal de bien au niveau de la fraîcheur malgré tout. Je découvre la faune locale avec des belles attaques de moustiques. Et puis ce matin, j'avais un petit escargot qui se baladait sur ma fresque, donc c'était sympa. Bah oui, pour quelqu'un qui dessine des oiseaux stylisés, c'est cool d'être dans la nature. Ouais, complètement. Là, il y a beaucoup de verdure, donc ça change de d'habitude. Typiquement, à la Villeneuve, on était entouré de béton là, sur l'ancien collecteur de déchets il y a 2 ans. Donc là, ça fait beaucoup de bien, quoi. Donc cette année, tu fais un horizontal multicolore. Nous en sommes encore pratiquement à un tiers de la fin de ton travail, donc il n'y a pas tout d'installé. Comment t'es venue cette idée ? En fait, quand j'ai rencontré les personnes qui travaillent dans le lieu, il y avait une volonté d'avoir de la couleur, parce que la façade est bien blanche. Et il y avait aussi une volonté d'identification. C'est un atelier de la ville de Grenoble rattaché au service des sports. Et apparemment, il y a beaucoup de gens qui galèrent un peu à le trouver. Donc j'ai eu une grosse envie de mettre beaucoup de couleurs, de rendre l'espace bien lumineux en gardant pas mal de liens avec la végétation. J'ai pas mal de verres d'eau et de turquoise qui sont présents sur la fresque. Donc je pense que là concrètement, si les gens n'arrivent pas à les trouver, c'est qu'ils y mettent pas trop du leur. En plus, tu es à 2 pas de la fresque de Danaï et vos couleurs se répondent bien quand même. Alors ça c'est le hasard total, ça m'a fait beaucoup plaisir quand j'ai vu les premières photos du travail de Danaï tourner sur les réseaux sociaux là, parce que j'ai fait ça se répond bien, on a des couleurs vraiment pop, très lumineuses, donc ça va donner beaucoup de couleurs au quartier. Il y a la responsable de l'union de quartier qui est passée hier matin faire une petite interview, et elle m'a dit mais vous êtes coordonnés sur les couleurs ? Je fais absolument pas, c'est vraiment le hasard, donc c'est plutôt cool quand ça s'enchaîne comme ça, quoi. Donc à quoi faut-il s'attendre ? D'abord, comment est-ce que tu qualifies son travail, toi ? Alors mon travail, il est un peu tout le temps en train de bouger. Moi à la base je suis issu des arts graphiques, design graphique. Donc j'aime beaucoup quand même travailler avec des formes simples et des couleurs qui sont assez péchues. Du coup là c'est une approche un petit peu plus naïve que ce que je fais d'habitude, dans le sens où il y a beaucoup de formes simples, colorées. Qui après je vais renforcer avec tout mon petit travail à moi personnel de motifs. Donc l'objectif, ça va vraiment être d'avoir quelque chose de coloré, avec beaucoup de petits éléments qui amènent différents niveaux de lecture. C'est ce que j'aime beaucoup en fait, c'est avoir des choses qui soient partiellement identifiables quand on s'arrête, mais que de prime abord la lecture soit un petit peu plus complexe, quoi. Que de prime abord on soit appelé par les couleurs, les formes, et qu'en s'arrêtant on commence à identifier figurativement des éléments, quoi. L'année dernière, tu nous avais fait la narvaline qui avait été validée comme ça par une bénévole l'an dernier, qui était très gentille, avec justement ce titre très, très drôle. Ça te convient ? Oui, ça me convient. J'aime bien, en fait, plus le temps passe et plus peindre dans l'espace public, on se rend compte que ce qui est important, c'est les interactions qu'on a avec les habitants et les spectateurs, quoi. Parce que concrètement, quand on arrive à un certain nombre d'années de peinture, peindre un mur, entre guillemets, on peut en peindre quand on veut. Les opportunités qu'on a sur ce type d'événement, c'est vraiment d'avoir des temps d'échange un peu privilégiés avec les passants. Et du coup, j'aime bien quand les fresques, les projets, à un moment donné, incluent le spectateur, les passants. Et ça me permet un peu de lier mon travail avec son environnement et les gens avec qui j'échange pendant la réalisation, quoi. Alors justement, ton travail, toi, il est basé sur une technique picturale qui a été peut-être inventée pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Première guerre mondiale en fait, donc c'est ce qu'ils appellent le razzle-dazzle. C'est une base de camouflage disruptif. Ça a été inventé, enfin appliqué, parce que je pense que c'est pas vraiment une invention à proprement parler. Les premiers, c'était les zèbres. Voilà, les premiers c'était les zèbres à y avoir pensé, les phasmes et autres bestioles qui savaient très bien se fondre dans leur environnement. Donc le concept du razzle-dazzle, en fait, c'était de faire appel à des peintres pendant la Première Guerre mondiale pour permettre à des bateaux d'être moins facilement ciblés par les flottes ennemies. En fait, à travers des motifs géométriques qui venaient casser en fait les reliefs et les formes des bateaux. Les gens qui étaient en face, qui en fait visaient principalement ces bateaux à base de, je ne trouve plus mes mots, des outils, des télescopes et autres. En fait, avec ces lignes, ils n'arrivaient plus trop à se rendre compte de la distance et du coup, ils pouvaient plus difficilement leur tirer dessus. Après, ce qui est très marrant, c'est que les artistes qui ont été mobilisés sur ces projets pour peindre ces bateaux de guerre se sont mis derrière à faire des toiles de bateaux en reprenant ces motifs-là. Et il y a eu à Brest l'année dernière au musée de la Marine une rétrospective justement rattachée Razzle Dazzle avec toutes les implications et les déclinaisons qu'il y a eu derrière dans le milieu de l'art. Ça a été appliqué sur des skateboards, ça a été appliqué sur des snowboards, sur des vêtements et autres, quoi. C'est un motif très dynamique avec des couleurs très vives qui vraiment perturbent le regard et de prime abord on ne sait pas trop face à quoi on est, quoi. Donc, qu'est-ce qui t'a amené justement à te pencher sur le razzle-dazzle? C'est parce que initialement tu as une formation académique qui t'a poussé à peut-être à lire des peintres, quand je dis lire, c'est leur création, à lire des peintres surréalistes, voire même abstraits, ou pas du tout? Pas du tout. En fait, vraiment, je pense que ma vision, en fait, très art graphique, parce qu'à la base, voilà, moi je fais des logos, des identités visuelles, la mise en page magazine, des affiches, tout ça. En fait, dans tout ce champ de la communication, en fait, on t'amène souvent à rendre un message le plus accessible possible, le plus simple à lire, à capter pour le spectateur. Parce qu'on sait très bien que le temps d'attention du public dans l'espace urbain est assez succinct. Du coup, dans mon travail professionnel de prime abord, voilà, fallait que je rende le message le plus simple, le plus accessible. Et dans mon travail personnel, en fait, justement, j'ai doucement tendu vers une approche où j'ai essayé de rendre le message plus complexe pour que le spectateur s'interroge plus face au support et ce qu'il voit que lui livrer directement une figure clairement identifiable. Alors, ce travail-là, est-ce qu'il y a un environnement urbain dans lequel il est plus simple d'inclure que dans un autre? On va dire que c'est plus simple quand tu te retrouves dans un environnement où il y a beaucoup de contraintes. En design graphique, très souvent le projet il démarre à base de contraintes, quoi. On a un cahier des charges qui est assez rigoureux, on nous dit qu'il faut que ce soit comme ci, comme ça et autres. Il y a des murs qui sont plus ou moins simples à aborder, où là on va plutôt partir sur une figure centrale qui potentiellement pourra être parasitée, parce que c'est quand même quelque chose que j'aime, voiler un peu cette première lecture. Après, c'est vrai que dans la communication visuelle, on nous amène très souvent à ce qu'un message soit facilement lisible. Donc moi, j'ai fait le parti pris dans mon travail personnel de justement prendre le contre-pied de cette approche-là, et que dans mon travail personnel, justement, le message, le propos est parasité pour plus interroger le spectateur. J'aime bien cette notion de me dire, bah tiens, le spectateur n'arrive et voit pas un chat, par exemple, de prime abord. Si demain je faisais un chat sur un mur, il verrait pas un chat de prime abord parce que ça serait parasité par d'autres éléments. Il lui faudrait un second temps de lecture. Depuis quand est-ce que tu peins réellement? Alors j'ai attaqué fin des années 90, j'ai fait mon premier graffiti en vandale le long d'une voie ferrée en 98. J'ai fait ça un peu en dents de scie de 98 jusqu'à à peu près 2010. Et en 2010, on m'a mis le pied à l'étrier pour une première exposition rattachée Univers Graffiti. Et puis de plus en plus, ça a pris de l'ampleur. Et là, on va dire que ça va faire 4 ans maintenant que je peins beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Et là, ça fait 2 ans vraiment que je m'y suis mis à fond, quoi. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile pour une fois que tu as démarré? C'est de trouver les bons outils, c'est peut-être de trouver la bonne surface, la bonne dimension de surface, c'est peut-être de trouver la bonne peinture, le bon alliage de couleurs. Les couleurs c'était bon, j'avais déjà. Ce qui était le plus difficile, en fait, c'est d'arriver à être identifié en fait par le public
pour potentiellement pouvoir être invité sur des événements et pouvoir faire des murs un petit peu plus conséquents, d'avoir des opportunités plus intéressantes. Parce que tout mon univers, en fait, il était déjà là un peu sous-jacent. On va dire quand j'avais encore mon travail de directeur artistique, il y avait encore pas trop de mélange entre mon travail que je faisais en tant que designer graphique et mon travail plastique en tant qu'artiste. Et en fait, quand j'ai commencé à me dire que j'allais quitter ma société pour voler de mes propres ailes pour faire plus que quasiment de l'artistique, de faire vraiment éclater cette frontière entre mes deux domaines créatifs. Et là, on va dire que ça fait 6-7 mois que ça s'est vraiment débloqué. Et mon travail de dessin se nourrit de mon travail de graphisme. Et ça me permet vraiment d'avoir une approche assez expérimentale et de pas être trop attendu sur mes réalisations. Assez souvent, les gens, quand je commence à lister un peu les différents projets que j'ai faits qui sont visibles sur Grenoble, les gens sont surpris de voir qu'en fait, il y a effectivement, quand on prend le temps, qu'il y a un fil conducteur, mais que je me permets en fait de sortir de certains carcans stylistiques pour essayer de nouvelles choses et me mettre un petit peu en danger sur mes réalisations, quoi. Quand tu étais plus jeune, quel est le type pictural que tu préférais? Ou en tout cas qui t'a marqué? Bah, avec le recul, c'est très marrant parce que là, dans certains de mes travaux récents, en fait, il y a des gens qui ont fait des liens avec des artistes que j'ai effectivement vus étant plus jeune, dans des expos assez importantes. Et je ne m'étais pas rendu compte que ça m'avait autant marqué. Et maintenant, vraiment, dans mes dernières réalisations, c'est flagrant. C'est tout le travail de Matisse au niveau du découpage, du collage, des traitements en aplat et des couleurs assez lumineuses. Pareil pour le travail de Miro, le travail de Kandinsky. C'est vraiment des gens en fait que, sans m'en rendre compte, en fait, j'ai digéré sur la durée. Initialement, vu que je suis issu de formation en art graphique, j'étais extrêmement féru de tout ce qui était les constructivismes russes. Il y a tout le travail du boss aussi, mine de rien, qui m'a pas mal marqué. Et en fait, toute cette approche initialement de lignes assez droites, de choses assez anguleuses, assez simples. Maintenant, je ramène de plus en plus de courbes dedans. Je me laisse un peu voguer au fur et à mesure sur le support. Et mes formes, en fait, en viennent doucement à avoir un mix entre des lignes droites et des choses un petit peu plus rondouillettes, un peu plus smooth, quoi. Les premiers travaux que j'ai pu voir de toi sur les murs étaient plus, je dirais presque monochrome, ou avec une, deux, trois couleurs, ou vraiment quatre au taquet, quoi. Là, je vois que tu remplis de plus en plus avec des couleurs très différentes. Ça veut dire que tu as sauté le pas, ou ça veut dire que c'est simplement pour ce travail-là qu'on a sur le chemin de halage, qui est différent de ce que tu fais en règle générale? J'aime bien travailler avec des palettes assez étroites d'habitude, toujours en lien avec ma formation initiale en art graphique. Où typiquement quand tu fais un travail sur un logo, le logo il a 3 couleurs maximum. Il doit être clairement identifiable, donc très souvent on te fait travailler en noir et blanc pour avoir quelque chose qui soit très impactant. Donc c'est vrai qu'assez souvent je travaille en noir et blanc initialement et puis après je commence à ramener des touches de couleurs pour essayer d'avoir de l'équilibre, du rythme et du dynamisme. Et puis plus le temps passe et c'est vrai que j'élargis ma palette en fonction de ce que je vois, de ce que j'ai envie, des tests moi que je fais chez moi tout seul dans mon coin. Et j'aime bien en fait quand ça bouge, qu'il y a du mouvement. Et très souvent, quand tu travailles avec des formes simples, le meilleur moyen de ramener du mouvement, c'est avec des jeux de contraste de couleurs. Alors justement, là, nous avons, comme tu disais, 5 ou 6 couleurs de fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, même 7. Est-ce qu'il faut y voir quelque chose? J'ai l'impression qu'on y voit de la végétation, avec des touches vertes, mais à côté, on a des grosses formes plutôt rectangulaires ou trapézoïdales qui viennent se rajouter. Il y a une lecture là aussi sur les différentes couleurs ou pas du tout? Sur les couleurs, donc moi j'ai un univers de Pardon, voire même sur les formes.
Sur les couleurs, moi j'ai un gros faible pour le bleu. En tant que garçon, j'ai grandi dans un environnement plein de bleu, dans la grosse caricature genrée, malheureusement. Mais j'aime bien le bleu. Du coup, j'ai un gros travail de bleu initialement, que j'essaye après, vu que c'est une couleur assez froide, même si mon bleu à moi est assez péchu. Du coup, après, je le contrebalance avec des couleurs complémentaires, des jeux de orange, des jeux de jaune. Et vu que là, il y avait une volonté de garder quand même un lien un peu avec la nature, et mine de rien, vu que j'ai un travail animalier, proche de la nature, avec tous mes oiseaux, c'est vrai qu'il y a un côté un peu végétation tropicale qui est présente sur ce projet. Et après, sur les formes, il y a tout un univers rattaché un peu à la coulure, aux choses un peu en mouvement, un peu en évolution. Là, c'est vraiment un peu plus la culture graffiti, où la couleur est très présente là-dedans. Vu que moi, mon animal totem, en plus, c'est mon pingouin, mon esquimau pingouin glace. Du coup, très souvent, j'utilise aussi des coulures dessus, où il est en train de fondre. Donc voilà, doucement, l'univers s'enrichit, se construit au fur et à mesure en gardant des liens initiaux, quoi. Tu travailles seul sur ce genre de fresque? Ça m'arrive quand je suis un peu trop dans le rush d'avoir des assistants qui viennent me donner des coups de main. Ça avait été le cas à la Villeneuve, où j'avais une super assistante qui m'avait vraiment donné la main à la pâte, parce que là on était vraiment sur la transposition d'une maquette 100% informatique sur un mur. Donc c'était plus un travail d'exécution, vraiment de travail de contrainte. Donc là c'était très utile d'être à deux, parce qu'il fallait vraiment reporter des coordonnées de points en XY. C'était un travail très méthodique. Là j'ai eu la chance au début, vu que j'ai attaqué un petit peu tard sur mon mur, d'avoir des bénévoles qui sont venus me donner la main à la pâte pour remplir les gros aplats initialement. Et après, c'est vrai que vu qu'entre la maquette que je prépare et la réalisation, je reproduis jamais ma maquette à 100%. Du coup, il y a toujours une phase d'adaptation, donc c'est compliqué de travailler avec des gens quand toi-même tu es en train de construire ton projet un peu en temps réel, quoi. C'est-à-dire que tu te laisses quand même une marge d'improvisation? Ou alors tu t'adaptes à la surface au fur et à mesure que tu avances? Il y a les deux approches. Il y a l'approche, effectivement, le support a toujours ses surprises. Là, typiquement, même si j'avais des photos pour travailler sur ma maquette, il y a des éléments, en fait, quand tu commences à travailler sur ta maquette, architecturaux, que tu zappes un peu. Donc, il y a des petits retours là sur les murs que j'avais pas tant prévu que ça. Du coup, là, je suis obligé un peu de recomposer pour éviter d'avoir des choses qui sont vraiment trop complexes à mettre en œuvre. Et de l'autre côté, il y a aussi le fait d'un peu la lassitude, une fois que tu as fait ta maquette, se dire tu la refais à 100%. C'est pas quelque chose dans lequel je suis épanoui à fond. Je préfère me donner la possibilité, en fonction de l'état d'esprit dans lequel je suis, et d'autres facteurs, de réadapter ce que je suis en train de réaliser, quoi. Alors même quand il y a des graffeurs qui peuvent te dire bonjour au petit matin ou bonsoir le soir, ils te filent pas un petit coup de main en te disant écoute, là ça va pas, on va enlever un petit peu avec le doigt ou rajouter un petit peu de couleur. Non, j'évite. Je sais que tout le monde a quand même pas mal de taf et pas mal de choses à faire, donc j'évite de demander aux gens de mettre la main à la pâte sur tout et n'importe quoi. Après, c'est toujours sympa quand tu as des amis peintres qui passent, c'est que des fois tu as des regards et des retours que tu n'as pas fait spécialement attention. Donc des fois ça fait pas mal de bien, et puis des fois ça rassure aussi. Quand tu as l'impression de ne pas avoir assez avancé, on me dit ah mais si, tu as bien avancé. Ou quand tu as l'impression qu'il y a un truc qui marche pas, on me dit ça marche bien. C'est aussi le souci quand tu es un petit peu dans l'isolation de ce genre de projet de fresque, où concrètement tu passes plusieurs jours en plein cagnard, le nez sur ta peinture. Au bout d'un moment tu perds un peu de recul, donc quand tu as des gens qui passent et qui te font des retours, ça t'aide aussi toi à pouvoir prendre un peu de recul, ou à baisser un peu ton niveau d'exigence quand tu as la sensation que ça matche pas, ou que tu n'es pas dans les temps. On va bientôt se quitter, Groeg. 2 dernières questions s'il te plaît. La première, si on n'a pas l'occasion de venir jusqu'ici pour voir ton travail en Grenoble pendant ce festival, où est-ce qu'on peut jeter un œil pour voir toute ta réalisation? Sur les réseaux sociaux, je suis plutôt bien présent sur Facebook et Instagram. En plus, avec un pseudonyme un peu à la con comme le mien, on me trouve assez rapidement. Groek, en Groek. Après, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans la vallée de la Tarentaise, en septembre, il y a le festival Éternel Crapule à Moutier.
Festival qui en est à sa 2e édition, qui est en full financement participatif, qui a été validé là il y a peu, et qui me font l'honneur cette année de m'offrir ma première façade. Donc je vais avoir une façade de 100 mètres carrés. 5 mètres carrés 100 mètres carrés. C'est plus une façade, là, c'est une porte. Il faut savoir s'adapter au support. Oui. De 100 mètres carrés, donc ça va être une grosse opportunité pour moi. Mon premier vrai gros projet sur Nacelle, un vrai projet d'envergure qui, j'espère, va me permettre de pouvoir être invité sur des événements un peu plus conséquents pour potentiellement aller un peu plus bouger. Et puis je suis en début juillet à mi-mise en plage sur un événement graffiti avec 13 autres graffeurs, dont 3 grenoblois, et où on va peindre sur différents événements, sur différents supports, des statues, des poteaux, des panneaux, une espèce de colonie graffiti post-festival qui risque d'être assez sympa au bord de la plage, quoi. Dernière question. Si des jeunes passaient devant ton travail et qui se disaient « Waouh, j'aime bien ce qu'il fait, lui, j'aimerais bien faire la même chose », qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Et, le cas échéant, d'après toi, à quoi faudra-t-il qu'ils fassent, à quoi seront-ils confrontés? Faut énormément travailler, mais vraiment. Moi, tous les matins, je me lève quand je vais me balader sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Après 30 minutes, j'ai toujours l'impression d'être une merde et de me dire putain, j'ai pas le niveau ou quoi que ce soit. Tous les jours, il y a des gens qui arrivent et qui sont des pointures et qui repoussent les limites techniques dans tous les sens. Je pense qu'il faut vraiment énormément travailler, trouver son approche, trouver quelque chose dans lequel on est épanoui, pas lâcher, vraiment pas lâcher, et puis pas hésiter à aller voir des gens, échanger avec eux, parler, faire des contacts, faire du réseau. Le réseau, en fait, plus le temps passe, c'est quelque chose que j'aimais pas initialement des masses, mais en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est le nerf de la guerre. Et que très souvent, quand on est créatif, on a tendance à être assez exigeant envers soi-même, à avoir du mal à se rendre compte de ses valeurs. Et c'est vrai que quand on commence à trouver son public, à rencontrer des gens parce qu'on a été productif, parce qu'on on prend des initiatives, on essaye d'être productif, on se rend compte que ça peut très très vite se débloquer et qu'on peut à un moment donné, sans dire devenir milliardaire de gagner une fortune avec son travail, et ce qui n'est pas du tout l'objectif pour ma part, mais arriver à pouvoir avoir des belles opportunités, faire des belles rencontres, et à faire quelque chose qui nous plaît tous les matins, quoi. Et moi, c'est vraiment mon leitmotiv du moment, quoi. C'est de me dire, je me lève le matin, je fais des projets qui me plaisent, j'arrive à en vivre bon an, mal an, mais au moins je me lève et je suis heureux, quoi. Eh bien, merci pour cette dernière phrase pleine d'optimisme. Groek, je te dis au revoir. Merci d'avoir pris un instant avec nous pour nous parler un petit peu de ton travail. Je te dis quoi? Bonne chance pour la suite. Ouais, bonne chance pour la suite, c'est pas mal. Salut. Salut. Ben voilà, c'est dans la boucle. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.